BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Caroline Forest. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la directrice éditoriale du magazine Franc-Tireur. Vous êtes une défenseur inlassable de la laïcité, de la liberté, en particulier celle des femmes, dans un monde de haine où il faut, dites-vous, nous réapproprier à la fois nos corps et nos luttes. Il y a, dans ce contexte, une laïcité qui, d'après le Premier ministre, n'a jamais été autant menacée. C'est également le constat que vous faites. L'offensive contre notamment la loi sur les signes religieux à l'école publique, elle a été constante depuis maintenant presque 20 ans. Mais je remarque aussi, pour donner un peu une lueur d'espoir, qu'il y a aussi beaucoup plus de gens qui font bouclier et qui ont appris à reconnaître cette offensive, à s'y opposer. Et de ce point de vue, les mots fermes et justes du gouvernement, en l'occurrence du Premier ministre ces derniers jours, mais cette prise de conscience, elle est importante parce qu'elle réassure nos enseignants qui sont en première ligne, mais bien sûr que dans leur classe, dans leur même salle de prof, ils ont encore beaucoup de résistance, d'adversité de la part des parents d'élèves, de la part parfois de collègues, et que c'est un combat constant. Élèves, parents d'élèves, collègues, on va y revenir dans un instant, ça se manifeste comment ? C'est-à-dire que lorsque l'on dit qu'il y a ces signalements, mais également ce qui n'est pas signalé, comment ça se manifeste ? Comment est-ce que la menace de la laïcité se manifeste, au-delà évidemment des drames absolus, comme les assassinats de Samuel Paty ou de Dominique Bernard ? C'est-à-dire que les enseignants savent qu'à tout moment, dans un désaccord avec un élève, et en l'occurrence, on l'a vu encore il y a quelques jours au lycée Maurice Ravel, un proviseur qui demande à une élève d'enlever son voile comme la loi le demande, elle s'y oppose, et puis elle ment. Elle invoque une brutalité, une gifle, ça part sur les réseaux sociaux. Or, on sait que ce genre d'accusations sur les réseaux sociaux, dans des périodes sensibles, peuvent donner lieu à des menaces et même à des exécutions très concrètes. Et Samuel Paty et Dominique Bernard l'ont payé de leur vie. Donc, heureusement que là, la rumeur s'est arrêtée vite, qu'on a tiré les leçons de Samuel Paty et de ce qui lui est arrivé. Mais quand il n'y a pas toujours assez de vigilance pour arrêter la rumeur à temps, pour réassurer celui qui est victime de cette rumeur ou de cette calomnie à temps. Là, en l'occurrence, on a quand même une députée de la France Insoumise qui n'a pas pris le temps de vérifier la version de cet élève, qui a mis en doute la version du proviseur dans les premiers jours, Daniel Simonet. Je trouve ça extrêmement grave. Daniel Simonet qui a effectivement laissé planer le doute en disant s'il a fait acte de violence, alors c'est inadmissible parce que la défense de la laïcité ne doit pas donner lieu à de la violence. Sous-entendant qu'en effet, il l'a fait. Mais les tweets avec des si dans ces contextes-là, quand on sait ce que ça peut donner, et qu'on a payé pour savoir ce que ça donnait... Elle a jeté de l'huile sur le feu pour vous. Elle n'a pas fait preuve de responsabilité et même, j'ai l'impression des fois que les gens meurent pour rien en réalité. Si les politiques ne sont pas capables de tirer ces leçons et de faire preuve, de se retenir, de faire un tweet, certainement qui leur apporte quelque chose, puisque sinon ils ne le feraient pas, mais au risque de mettre des vies en danger dans des établissements, en fait, je trouve ça assez incroyable. Ça veut dire que remettre en cause la laïcité aujourd'hui, ça rapporte, comme vous dites ? Clairement, il y a des gens qui, en tout cas, hier la défendaient. Il y a un clientélisme pour ça ? Là, pour le coup, c'est là où on a perdu des gens pour faire bouclier. Parce que, je vous disais, la vigilance, elle a progressé du point de vue des autorités publiques, du point de vue peut-être du ministère, je l'espère, des rectorats. Mais on a des gens qui nous manquent. On a des syndicats qui nous manquent. Je le dis franchement, il y a des syndicats qui sont aujourd'hui très politisés, peut-être proches de la France Insoumise ou pire du NPA, parce que sur ces deux sujets, sur les sujets de la laïcité de l'école, ce sont des partis politiques qui aujourd'hui ne sont plus des renforts, ne sont plus des boucliers, parfois même soufflent effectivement sur les braises. Vous appelez à ce que la CGT, par exemple, soit plus aux côtés des enseignants. Ne soit pas dans cette ambiguïté. En tout cas, y voyez une forme je ne désigne pas une organisation syndicale en particulier, je note juste que des professeurs disent de plus en plus que dans la salle des profs, le pas de vague, c'est quelque chose qui aussi les insécurise parce qu'ils ont l'impression qu'ils mettent leurs collègues en danger s'ils tiennent des propos clairs et nets sur la laïcité, par exemple. Donc les syndicats ont un rôle à jouer. Et les partis politiques ont un rôle à jouer. Et de ce point de vue, oui, dans le bouclier, hier, il y avait des... Jean-Luc Mélenchon faisait partie de ce bouclier laïque il y a quelques années. Quand vous dites hier, c'est-à-dire il y a quelques années, Jean-Luc Mélenchon faisait partie des laïcards, de ceux qui remettaient en cause cet autoritarisme, cette bigoterie même. Qui défendait la loi sur les signes religieux clairement et nettement, qui ne tenait pas des discours qui caressaient les islamistes dans le sens du poil, pour être très honnête. Or, ces derniers jours... pas ces derniers jours, ça fait des années qu'on voit cette dérive à l'œuvre. Clairement, on a l'impression que les députés de la France Insoumise ont décidé de flatter tout ce qui souffle dans les voiles des intégristes religieux. C'est assez
C'est assez affligeant. En fait. Caroline Fourest, vous parliez à l'instant du fait que les professeurs désormais manifestent leur souffrance face à des coups de boutoir sur la laïcité. Les signalements, Gabriel Attal le dit hier, à la fois il y a moins de signalements sur les questions de tenue religieuse. Il semble que l'interdiction par exemple du port de l'abaya soit globalement plutôt bien respectée. En revanche, il y a davantage de signalements sur la contestation du contenu des enseignements. Voilà la nouvelle manière de contester effectivement la laïcité. C'est des cours d'histoire, c'est des cours de français, c'est bien sûr, on s'en souvient, cette professeure de français à Issou en lycée et en collège qui s'était vue menacée de mort parce qu'elle avait présenté à ses élèves un tableau du 17e représentant des femmes nues. Alors d'abord, il y a quand même quelque chose de rassurant, c'est qu'encore une fois, souvenez-vous des débats qu'on a eus avant d'interdire l'abaya, avant de clarifier la règle et de dire mais bien sûr que ça fait partie de l'application de la loi de mars 2004. Tout le monde a dit mais ça va créer un incendie, vous êtes fous, vous jouez avec le feu. Pour le coup, non. Une autorité simple, claire et nette marche. La preuve, c'est que les signalements pour port de signes religieux ont décliné. Et donc c'est bien la preuve qu'il fallait le faire. En revanche, la contestation des contenus, je pense que c'est un problème beaucoup plus global même que la question de l'intégrisme religieux. C'est que vous avez aujourd'hui des élèves qui, dans leur téléphone portable, sont soumis à un flot d'informations et parfois de désinformations qui leur donne le sentiment d'être assez puissants pour contester la transmission d'un savoir, la transmission d'un esprit critique de la part d'un professeur. Et ça, c'est un défi colossal pour l'école qui demande là aussi de peut-être remettre une certaine verticalité, de resacraliser ce que c'est qu'un enseignant, de respecter sa parole, de respecter son statut et aussi de réfléchir à comment on transmet cet esprit critique. On ne peut pas le faire comme avant. Il faut que les professeurs deviennent des super coachs d'esprit critique. Il faut que la philosophie, par exemple, la dialectique, soit beaucoup plus enseignée. Mais c'est très dur, parce que ce que vous dites, Caroline Fourest, c'est qu'au fond, ceux qui sont censés simplement transmettre un savoir vont devoir, en effet, être multitask. Je voudrais citer ce matin les propos d'un professeur de français. Il s'appelle Grégory Le Floch. Il a témoigné dans l'Obs. J'ai plusieurs fois fait référence à son propos parce qu'il me paraît saisissant. Ça fait 13 ans qu'il enseigne au collège et au lycée, donc le français. Et il écrit une lettre dans le journal L'Obs à ses propres élèves. Il dit « Parmi vous monte quelque chose qui m'inquiète et contre lequel je bute, quelque chose de bruyant et qui hurle. Tout sera bientôt impossible. Je l'ai vu presque partout, dans tous les établissements où j'ai enseigné. Une morale rabougrie et aveugle qui n'est ni de votre âge ni de votre siècle. » Il parle d'élèves qui s'offusquent de voir des personnages de prostituées chez Maupassant, Zola ou Hugo et qui refusent donc de lire cette littérature. Il parle d'un élève qui menace de dénoncer son professeur à son père parce qu'il lise en classe Roméo et Juliette et qu'il y a là deux amants qui s'embrassent. Il parle d'un retour à l'ordre moral. Il parle d'enfants qui refusent d'aller au musée, qui refusent également d'aller à la piscine. Leur bigoterie est redoutable, dit-il, car elle n'est ni honteuse ni dissimulée. Elle se revendique fièrement, bruyamment. Ce refus de voir et de lire est bavard. Il dit « Je suis pur et vous, professeurs, vous êtes corrompus ». Que dire à ces professeurs ? Justement, qu'ils vont devoir faire muter une génération qui est de plus en plus identitaire vers une génération philosophique. Et ça, pour ça, ça demande de repenser quasiment leur rôle et le contenu de ce qu'ils enseignent. Parce qu'effectivement, dans la montée de l'intégrisme religieux, ça n'est qu'un des visages de la montée de l'identitarisme qui rend tout le monde idiot. Parce que c'est tellement primaire, en réalité, comme réflexe. C'est vraiment, je m'assemble avec celui qui me ressemble et je ne sais même plus discuter avec celui avec lequel j'ai des dissensus, avec lequel j'ai des désaccords, parce qu'en fait, je ne sais même plus argumenter. Quand on apprendra à la jeunesse à nouveau à argumenter sur les idées, au lieu de juger sur les identités, ce qu'elle fait beaucoup aujourd'hui, on pourra à nouveau avoir un dialogue et on sera moins polarisé. Mais c'est pas que la jeunesse, hein. On est tous très polarisés, on est tous informés dans nos silos et par des biais de confirmation qui nous poussent à penser avec des gens qui pensent comme nous-mêmes. Et on a tous de plus en plus de mal à supporter l'arrogance de celui qui ne pense pas comme nous, parce que nous sommes tous devenus très arrogants. Et donc ça, c'est un travail immense pour l'école. Et qui va traverser à la fois l'école, mais aussi toute la société. Caroline Fourest, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé mardi dans l'école Sciences Po, emblématique école parisienne de sciences politiques. Un groupe d'étudiants pro-palestiniens a occupé un amphithéâtre, l'amphithéâtre majeur de cette école, qui a été rebaptisé pour l'occasion amphithéâtre Gaza, en empêchant une étudiante juive de rentrer. Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste. Je voudrais qu'on écoute le récit, le témoignage de cette jeune femme. Elle se fait appeler Rachel, mais ne veut pas donner son vrai nom et témoigne effectivement à visage couvert. Depuis quelques mois, quelques semaines, il y a beaucoup de propos qui sont tenus qui ne relèvent pas du militantisme, mais qui relèvent vraiment d'incitation à la haine. On a dit
sur moi, bah elle, j'espère qu'elle se prendra des roquettes. Ils ont dit, mais ça m'a choqué. Au vu de ce qui se passe, vous feriez mieux, les sionistes, de rester discrets. Moi, l'année dernière, on a refusé de faire un travail avec moi parce qu'il y aurait, je cite, le facteur juif. Enfin, c'est des choses sur lesquelles on alerte depuis plus d'1 an. Témoignage recueilli par nos confrères de France 5. Comment vous réagissez à ça, Caroline Forest? Mais ce sont des témoignages qu'on entend beaucoup depuis le 7 octobre. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas attendu ces humiliations, qui sont des humiliations racistes. C'est de l'antisémitisme et c'est du racisme. Mais ces vexations n'ont pas attendu la situation dramatique à Gaza d'aujourd'hui. Dès le lendemain du 7 octobre, on a des étudiants juifs qui se sont sentis en insécurité par des remarques, qui se félicitaient des pogroms qui venaient d'avoir lieu, qui les jugeaient sur la base de leur identité, qui leur prêtaient des propos politiques ou des idées sur la base de leur seule identité. Et c'est ça le racisme, prêter des idées de groupe à quelqu'un sur la base de son apparence ou de son origine. Et en fait, ce qui est flagrant, c'est de voir une génération qui se veut très, très, très antiraciste, mais qui est raciste en réalité. Parce qu'elle ne sait justement pas dissocier une vision identitaire des choses d'une vision réellement antiraciste. Donc en l'occurrence, chez beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui facilement pro-palestiniens, sans avoir forcément beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé le 7 octobre, et à l'enchaînement des faits, le jour du massacre, et des pogroms et des viols qui ont été commis en Israël. Ces jeunes-là vont considérer que, par exemple, les Palestiniens sont plus victimes que les Israéliens du 7 octobre, parce que les Palestiniens sont déracisés à leurs yeux et que les Juifs ne le sont pas. Ce qui est bien la preuve qu'ils réfléchissent en fonction d'une échelle assez primaire en fait des identités, au lieu de réfléchir en fonction des intentions racistes. S'ils réfléchissaient en fonction des intentions racistes, ils verraient qu'il y a du racisme à interdire à une étudiante juive de rentrer dans un amphithéâtre en lui prêtant des idées politiques. Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont pris cette question très au sérieux. Le poisson pourri par la tête, voilà ce qu'a dit Gabriel Attal à propos de Sciences Po, dont il a demandé à ce qu'ils mettent fin aux dérives. Ils estiment que c'est extrêmement sérieux. Emmanuel Macron a parlé de ces faits comme des faits inqualifiables, intolérable, et Gabriel Attal, effectivement, en se rendant sur place, a demandé à ce que l'école soit mise sous une forme de tutelle de l'État. Cette dérive dont ils parlent, ils estiment qu'elle est beaucoup plus globale, que ce n'est pas juste ce qu'il s'est passé là, mais aussi une dérive de ce qu'on appelle le wokisme. J'ai toujours du mal avec l'usage de ce mot, je ne suis pas sûre qu'on sache vraiment ce que c'est. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en donner une définition ? Mais moi, je pense que le mot wokisme a l'avantage, même s'il a été beaucoup récupéré, beaucoup sali par l'extrême droite, qui en fait aujourd'hui un mot valise pour attaquer et le féminisme et l'antiracisme et tout le progressisme, ce que je réfute évidemment. Mais quand on est sincèrement féministe et antiraciste, le mot wokisme vous permet justement de tenir ces luttes à distance de cette vision essentialisante, primaire, puriste et excluante et sectaire. Le wokisme, c'est une vision identitaire du féminisme et de l'antiracisme qui les dévie vers une forme de sectarisme. Il y a cette militante, longtemps militante féministe, Judith Butler, qui a déclaré il y a quelques jours que les massacres du 7 octobre étaient une forme de résistance armée. Est-ce que ce féminisme-là est compatible avec votre féminisme à vous, Caroline Forest ? Non, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Et Judith Butler a eu beau, d'ailleurs, elle s'est expliquée, puis elle s'est encore enferrée. En réalité, quand on est apôtre de la non-violence comme elle, quand on est l'une des prêtresses de la déconstruction du féminin et du masculin et de la fluidité des genres, et que ces dernières années, elle on passe est née beaucoup homme plus de temps. trans. Non, mais elle a beaucoup déconstruit la question des genres et donc moi je l'ai lu à 20 ans, Judith Butler. Mais aujourd'hui, je note qu'elle passe plus de temps à défendre le voile qui sert à séparer les sexes et qui sert à recloisonner au contraire la question des genres, et à défendre le Hamas et le Hezbollah comme des mouvements de gauche, et à défendre des pogroms et des viols qu'elle met en doute, dont elle attend les preuves, ce qui est à mes yeux presque le plus grave dans son intervention, comme une forme et elle présente ces viols comme une résistance Caroline armée. Forest, vous évoquiez tout à l'heure l'évolution d'un Jean-Luc Mélenchon. À propos de Sciences Po, il a parlé d'un incident dérisoire, ce qui s'était passé donc dans l'amphithéâtre de Sciences Po avec cette expulsion de l'étudiante juive. À Sciences Po aussi, les indignations à géométrie variable sont écœurantes, dit Jean-Luc Mélenchon. Comment et pourquoi un incident dérisoire devient-il une affaire de cette ampleur médiatique nationale ? Et parce que ça n'est pas un incident isolé. On a ce débat au sein de plusieurs Sciences Po, mais au sein de plusieurs universités depuis des années. On a des débordements, de plus en plus d'actes d'intimidation et de violence pour empêcher des gens soit d'entrer dans des amphis, soit d'intervenir. Et
moi, je comprendrais très bien qu'il y ait un peu de passion autour, et c'est normal qu'il y ait de la passion autour de ce qui se passe à Gaza, comme autour de ce qui s'est passé en amont le 7 octobre et qui l'a déclenché. Que ça agite des étudiants, c'est normal. Mais encore une fois, on est devant l'accumulation de comportements sectaires, excluants, intimidants, parfois violents, contre des gens en raison de leurs identités. Et on sait aussi, et c'est peut-être ce qui explique l'émotion, qu'aux États-Unis, à force de ne pas prendre au sérieux ces incidents, on s'est retrouvé avec des campus totalement à la dérive, qui, de la part non seulement des étudiants, mais des enseignants aussi, qui suivent leurs étudiants dans cette dérive et qui finissent par ne plus transmettre la distinction, l'esprit critique, le discernement. Et donc c'est aussi ça qu'on essaie d'arrêter à temps. Le siège du journal Libération a dû être mis sous protection policière. Coco, sa dessinatrice, elle-même protégée, rescapée de Charlie Hebdo, est désormais menacée de mort après un dessin satirique qu'elle a donc publié dans le journal Libération, que l'on voit à l'antenne sur BFM TV. C'est à propos du Ramadan à Gaza, début d'un mois de jeûne, est-il écrit. On y voit un garçon qui tente de chasser des rats à Gaza et sa mère sans doute, qui lui dit non, pas avant le coucher du soleil. Et c'est la menace de mort à nouveau brandie contre Coco. Oui, et puis c'est une menace de mort qui a été au fond une cible qui lui est remise dans le dos, où là aussi en fait ce qui me choque le plus, qu'il y ait des fanatiques religieux, des abrutis, des analphabètes du second degré qui soient toujours incapables de lire un dessin satirique, parce qu'en l'occurrence ce dessin est une merveille. Ce dessin dénonce la famine à Gaza. Et dans le même temps arrive à dire c'est quand même dommage d'attendre un mois religieux pour s'en inquiéter. Ce qui compte, c'est qu'il y a une famine à Gaza et c'est de ça dont on devrait s'émouvoir. Donc c'est un dessin qui dénonce la famine à Gaza. Que des abrutis, encore une fois, ou des fanatiques ne soient pas capables de lire un dessin, on en a l'habitude et malheureusement là aussi ça revient à l'école d'essayer de changer ça. Mais que des politiques qui savent parfaitement que ce dessin est absolument extraordinaire et qu'il n'y a rien de haineux dans ce dessin, bien au contraire. Là aussi, de la France insoumise est relayée et incitée à faire croire que Coco avait de quelconque façon on va préciser les choses, puisque ce à quoi vous faites référence, c'est notamment les propos sur Twitter de Sophia Chikirou, députée de la France Insoumise de Paris et proche de Jean-Luc Mélenchon, qui écrit à propos du dessin de Coco: vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez. Vous n'aurez pas notre haine. Ça fait aussi référence aux mots des proches des victimes du Bataclan. Donc rien là n'est laissé au hasard. Non, mais surtout, là, en 140 signes, il y a tout. C'est-à-dire que vous n'aurez pas notre haine. Je me lave les mains de mettre une cible dans le dos de cette dessinatrice en période de Ramadan, dont on sait très bien qu'il est une période sensible pour les attentats, qui la met en danger. Et en rajoutant, mais je m'en lave les mains, vous la méritez quand même, mais finalement, j'ai rien fait. Non, c'est une façon, encore une fois, et c'est de la part de quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'elle sait, parce que Sophia Chikirou n'est pas idiote. Elle sait que ce dessin n'est pas ce qu'elle dit, et elle sème quand même la haine tout en s'en lavant les mains. Je trouve ça honnêtement, là aussi, scandaleux. Si Samuel Paty, Dominique Bernard sont morts pour rien, si les amis de Charlie sont morts pour rien, ça commence à faire vraiment beaucoup, en fait. Je demande à ce que chacun, au moins, prenne le temps avant de faire un tweet, même quand on fait de la politique. La décence n'est pas interdite, en fait. Caroline Forest, il y a également les mots de Sandrine Rousseau qui vole étrangement au secours de Coco en disant, elle commence par dire: précision utile, le dessin de Coco est complètement déplacé compte tenu de la situation génocidaire à Gaza. Le nombre d'enfants tués y est plus élevé en 4 mois qu'en 4 ans de guerre dans le monde. Mais ce dessin ne mérite pas de menace de mort. Bon, mais là, Sandrine Rousseau n'a pas compris le dessin. Vous comprenez? C'est que là, on a un souci. C'est pas simplement parce qu'on ne peut pas renvoyer tous les politiques à l'école non plus. C'est qu'à un moment donné, quand des gens font de la politique, ils sont censés réfléchir, ils sont censés savoir lire un dessin de presse. Si eux ne savent pas lire un dessin de presse qui, encore une fois, ne se moque pas de la famine à Gaza, c'est ça les codes de la presse satirique. C'est essayer de faire de l'ironie qui en fait vous révolte. Et ce dessin sème une ironie qui vous révolte sur ce qui se passe à Gaza. Donc encore une fois, si déjà l'école doit apprendre ce que c'est qu'un dessin de presse et que des politiques ne savent même plus ce que c'est qu'un dessin de presse, vous voyez bien que l'abêtissement de notre société ne nous prépare pas des jours très heureux. Caroline Forest, il y a aussi un point sur lequel vous êtes une militante éternelle, c'est la question des violences faites aux femmes. En quelques semaines, il y a eu sur les rangs de la gauche Julien Bayou qui a été accusé de violences psychologiques, qui est mis en retrait qui se met d'ailleurs de lui-même en retrait de son parti
parti et de son groupe à l'Assemblée nationale. Il y a Ercilia Soudet, députée de la France Insoumise, qui a porté plainte pour viol contre son ex-compagnon. Damien Casset, lui-même militant de la France Insoumise, qui est suspendu également par le parti. Il y a Gérard Miller, bien sûr. 3 accusations de viol, 15 accusations d'agression sexuelle, un comportement de prédateur avec des femmes extrêmement jeunes. Il y a 41 femmes qui témoignent en tout. Est-ce parce que ces femmes-là ont plus de sensibilité et donc dénoncent davantage, ces femmes de gauche, ou est-ce qu'il y a un problème des hommes de gauche aujourd'hui avec les femmes ? Non, pour le coup, je ne pense pas que ce soit un problème des hommes de gauche. Je pense parce qu'il y a aujourd'hui un débat sur MeToo où tout est un peu confondu, y compris par des femmes de gauche qui peuvent mettre sur le même plan un désaccord conjugal et peut-être un viol conjugal, je n'en sais rien. Là, pour le coup, c'est un cas de parole contre parole sur lequel je ne peux pas avoir une opinion. Dans une intimité totale, bien sûr. Mais parfois, on entend aussi des gens aujourd'hui, au nom de MeToo, dénoncer des actes qui relèvent peut-être de la maladresse ou de la grossièreté et qui peuvent tout à fait se gérer d'humain à humain. Vouloir invoquer une protection judiciaire pour ça va faire quand même beaucoup de travail pour la justice. Vous remettez en cause la parole de ces femmes ? Non, pas du tout. Je ne remets pas en cause. Je dis juste que moi, comme journaliste, je suis féministe, mais je suis aussi journaliste. Donc, et moi, vous les distinguez mon souci, c'est de ne jamais tout mettre sur le même plan. J'ai un énorme problème à ce que, sous l'étiquette MeToo aujourd'hui, on mette sur le même plan des actes comme ceux qui sont reprochés à Julien Bayou. Donc, pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à comprendre exactement quelle était la nature délictuelle, avec des comportements comme ceux de Gérard Miller. Vous voyez, ils sont de la NUPES tous les deux. Mais moi, je ne juge pas les gens en fonction de leur étiquette politique. J'essaie de juger les actes. Quand il y a 60 femmes ou 67, je ne sais plus à combien on est sur Gérard Miller, qui dénoncent un comportement problématique, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y ait une vraie part de prédateurs et de logique de prédateurs. Et de système de prédation. Mais je note aussi que par contre, il y a aujourd'hui au sein du féminisme une indignation à géométrie variable. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut être précis sur les faits reprochés, ne pas juger en fonction des étiquettes, mais juger en fonction des faits. Mais je note que quand n'importe qui dans le cinéma dénonce n'importe quoi, ça fait immédiatement, ça intéresse tout le monde. Quand 3 des victimes de Tarek Ramadan ne vont peut-être pas avoir droit à un procès parce qu'un magistrat du parquet général, après un dossier pourtant épais comme ça, d'instruction, décide qu'une seule sur 4 pourra aller en justice. Vous estimez là J'estime qu'elles sont très seules. Et elles vivent l'enfer. Hein. Elles ne sont pas aidées comme on peut l'être dans le cinéma. Caroline Forest, beaucoup encore à dire. Directrice éditoriale du magazine Franc-Tireur, 8h54 sur RMC BFM TV.